Que vous soyez historien en herbe ou pas, quoi qu'il en soit, bienvenue à vous dans cette Trick Track Télé, dans cette alinéa. Partie 2. Partie 2, pourquoi? Parce que nous avons déjà vu nos invités en ce qui concerne le contexte, on va dire, dans sa plus globale acceptation, avec donc nos invités que je me recharge de vous présenter. On a forcément, c'est un alinéa, Monsieur Guillaume Bouilleux, salutations. Guillaume, bienvenue à toi. C'est toi qui nous as présenté ce thème et c'est toi qui nous a présenté aussi notre invité, le commandant Yvon Cadeau, des services historiques de la Défense. Je l'ai bien dit, ce coup-ci, c'est comme ça. Du service historique de la Défense. À la troisième, tu seras bon. Bienvenue en tout cas dans cette alinéa, dans cette Trick Track Télé. Merci beaucoup. Alors reprenons ce que nous avons vu dans nos précédentes émissions. Il y a la partie 1, ce contexte, ce qui amène à Dien Bien Phu. Il y a la partie 2, Dien Bien Phu et la suite un petit peu en lui-même. On va maintenant s'intéresser ici dans cette émission de façon une fois encore globale à tout ce qui concerne les sources, y compris, pour le coup, c'est quand même Trick Track, ludique. Exactement. Alors à qui laisserai-je la parole? Donc bien évidemment, les sources sur l'Indochine, il y en a un certain nombre. Là, on s'est centré avec Yvan sur ce qui nous a semblé être intéressant autour essentiellement de la bataille de Dien Bien Phu. Alors, il y en a déjà un paquet. Il y a un certain nombre d'ouvrages pour justement donner des points de vue différents, des approches différentes. Alors, il y aura des ouvrages qui sont plutôt centrés vraiment que sur l'aspect opérationnel de la bataille. Il y a des ouvrages qui, évidemment, présentent les choses de manière plus globale. C'est ce qu'on va faire maintenant assez rapidement pour vous donner justement une sélection de titres. Alors, je pense que tu peux commencer déjà par représenter les trois ouvrages de d'Yvan, celui sur la guerre d'Indochine et puis celui sur qui sont Dien Bien Phu, qui sont chez Talandier. Voilà, et qui en plus explique en partie, entre guillemets, est-ce qu'on peut dire la spécialisation que vous avez par rapport à ça, puisque vous avez même écrit une thèse, 600 et quelques pages, me disait… Oui, je ne sais plus. Mais beaucoup, oui. Mais beaucoup. Sur l'aspect en particulier le génie. Tout à fait. Hein, donc c'est le livre là que nous avons à l'écran est sous deux formats. Ici c'est le format de poche, Dien Bien Phu, 13 mars et 7 mai 1954. Et puis de façon un petit peu plus globale, celui-ci, dont vous êtes également l'auteur. Dans les vidéos précédentes, vous expliquiez qu'il y avait aussi un intérêt à la recherche de documentation comparative. Et il me semble avoir vu aussi effectivement des sources ici de l'autre côté de la colline, alors même si ce n'est pas tout à fait comme ça qu'il faut le dire. Bon, oui. On commence par les ouvrages généraux sur l'Indochine avec Gras. D'accord. Puis on va prendre ce juste un mot, donc évidemment c'est une sélection tout choix et critiquable. Je m'aperçois, je n'ai pas pris l'ouvrage de Roger Bruges sur Dien Bien Phu, donc beaucoup de… Voilà. Là on n'a pas pris tous les témoignages qui existent des anciens. Alors, pour moi… Celui qui a démarré… Voilà, pour moi, là on parle bien d'histoire militaire, c'est le général Yves Gras, Histoire de la guerre d'Indochine, donc qui traite de ce conflit entre 45 et 54. Même si officiellement les scolaires font remonter le début de la guerre 19 décembre 46, c'est bien à partir de 45 que les hostilités. Voilà. Et donc l'ouvrage du général Gras, c'est une somme qui a, à mon avis, pas été dépassée. Et un peu d'autopromotion, moi je m'inscris modestement avec la guerre d'Indochine dans cette histoire. En faisant bien de l'histoire militaire et non pas autre chose. D'accord. Alors, ça, ce sont les ouvrages généraux sur l'histoire militaire de la guerre d'Indochine. Sur Dien Bien Phu, vous avez ici différents types d'ouvrages. Évidemment, tous n'ont pas la même valeur et ne sont pas du même genre. On ne peut pas, par exemple, mettre cette thèse sur le même plan que d'autres témoignages. Cette thèse, elle est indispensable pour qui veut en savoir plus. Moi, vous voyez, on m'a fait le reproche un jour d'avoir fait un petit ouvrage. Moi, c'est le but. D'abord, c'était une commande de l'éditeur de faire quelque chose de très synthétique. Là, vous avez une thèse pour approfondir. Le Pierre Rocol a été officier en Indochine, officier d'état-major, donc il a suivi ça de près. Il a eu beaucoup de documentation et c'est à l'époque où on faisait deux thèses. Rocol a fait une thèse sur les fortifications françaises et ce fameux Pourquoi Dien Bien Phu qui vraiment a marqué son temps puisqu'on sortait du récit et voilà, on avait quelque chose d'équilibré sur les uns et les autres. D'accord. Je propose aussi
L'ouvrage de Bernard Fall, Dien Bien Phu, Un coin d'enfer, qui est traduit de son ouvrage américain Hell in a Very Small Place. Et Bernard Fall est franco-américain, d'origine autrichienne. Il trouvera la mort lors de la guerre du Vietnam en sautant sur une mine en 1967, je crois. Et il a bénéficié aussi de beaucoup de témoignages. C'est un ouvrage intéressant. Voilà. J'ai pris un autre ouvrage américain, donc pour me focaliser sur la bataille, de Martin Windrose, de Lost Valley, à l'américaine. C'est-à-dire que peut-être que parfois on va sacrifier un petit peu l'analyse au factuel, mais c'est très factuel et il a vraiment la vérité des prix, de quoi on parle. Donc à lire si vous avez envie aussi d'améliorer votre anglais. C'est moi où c'est étonnant de voir un intérêt américain sur des conflits où ils n'ont que finalement pas eu. Alors je dirais c'est vous. C'est moi, donc c'est ça. Je dirais c'est vous. Il y a quand même la guerre du Vietnam et donc les Américains se sont penchés. Mais pourquoi est-ce que ça se passait comme ça au Vietnam? Et c'est vrai que pendant un temps au début, ils étaient assez focalisés sur eux, puis ils se sont dit tiens, ils se sont intéressés à cette preuve parce qu'ils l'appellent The First Indochina War, la première guerre d'Indochine, sachant qu'eux, ça serait la seconde. Donc voilà pourquoi ils se sont intéressés à. Voilà, et vous avez ici les protagonistes de Dien Bien. Et puis vous voyez, on parlait de fortification tout à l'heure. Vous voyez effectivement, c'est une sorte de vraie gruyère. Donc voici cet ouvrage. Je n'ai pas pris l'ouvrage de Jules Roy, ancien militaire aviateur. Jules Roy, sur son ouvrage de Dien Bien Phu, parce qu'il est à mon sens trop orienté, trop anti-navarre et beaucoup trop pro-Coni. Okay. Alors, un autre livre orienté, j'avais celui-là est Jean Pouget, qui est un ancien qui a connu Navarre dans la Résistance et qui est son ancien aide de camp. D'accord. Et lui, effectivement, il est peut-être plus mesuré, mais en tout cas, il soutient Navarre. Et même si Pouget ne saute sur Dien Bien Phu qu'au début du mois de mai, il a une plume, Pouget, et il sera grand reporter au Figaro après pendant des années. Et voilà, son pourquoi Dien Bien Phu aussi aide bien, par contre, nous étions à Dien Bien Phu aide bien à comprendre le contexte. Avec cette orientation, malgré tout. Avec cette orientation, effectivement. Alors, l'ouvrage de Pierre Pélissier, il est bien, je dirais, c'est du Pélissier, donc c'est très bien sourcé, très bien documenté. Parfois, pas à mon sens, un petit peu romancé, mais parce que moi, je fais peut-être un peu plus d'histoire académique. Mais il est très bon. Vous pouvez y aller. On peut y aller. Dien Bien Phu, Pierre Pélissier. Voilà. Alors, on peut interroger le général Navarre. Le général Navarre, on en parlera dans l'émission. Il a sorti 2 ouvrages. Un en 1955 qui s'appelle, je ne sais plus, Agonie de l'Indochine. Et il y a encore des survivants, donc il donne sa vérité à lui, puisque c'est devenu le bouc émissaire, le général Navarre. Mais dans Le Temps des vérités, écrit en 1979, 2 ou 3 ans avant son décès, eh bien, il livre ses vérités. Donc, il parle de sa carrière et c'est intéressant. C'est un bon complément. La moitié du livre est consacrée à Dien Bien Phu. Pour ceux qui s'y intéressent, souvent, ils zappent cet ouvrage-là, Le Temps des vérités, parce qu'il n'y a pas marqué Indochine ou Dien Bien Phu dessus. Et il y a pourtant. Alors, on sent évidemment qu'il règle quelques comptes aussi. On ne peut pas lui en vouloir, peut-être. Il a été tellement attaqué qu'effectivement, Et puis c'est surtout, il le fait à sa manière. Navarre est assez intelligent, ça lui sera reproché aussi peut-être un peu parfois. Henri Navarre, lui-même au centre de ce qui a pu se passer à Dien Bien Phu. Après, vous avez effectivement des ouvrages sur des témoignages. Donc Parole de Dien Bien Phu est très bien fait, d'un ami universitaire à Montpellier, Pierre Journoux, et d'un autre universitaire, Hugues Tertrais, donc, qui ont effectivement fait parler des témoins. Dans les premiers, ils ont fait un livre à la fois de témoignages, mais aussi de critiques. Et ce qui est intéressant, c'est que je crois que tout le matériau qui a servi, tous ces témoignages vraiment dans leur intégralité peut être consultable. Je ne sais plus si c'est Sciences Po ou une autre université. Le général Giap a été interrogé ensuite justement bien sûr. Sur son… Oui. C'était entre guillemets, excusez-moi l'expression, un peu son fonds de commerce. Et puisqu'on en a fait, du fait des erreurs françaises, on en a fait le Napoléon de l'Extrême-Orient, etc. Bon, le stratège génial.
Il avait de grandes qualités, Giap, mais je ne pense pas qu'il faille effectivement le Allez, comparer à jusque-là. Napoléon ou en faire un stratège incroyable. Hum, Bon, Lettre de Dien Bien Phu de Guy Leonetti, qui est assez touchant. Voilà. Bon, j'aurais pu prendre les ouvrages de Bijard, etc., mais ils sont très connus. Donc j'ai privilégié effectivement ces ouvrages-là. Histoire de aussi sortir des sentiers battus. Voilà, c'est ça. J'ai pas amené Erwan Bergo aussi, qui est un peu romancé parfois, etc. Alors, du côté de l'adversaire. Bah oui, puisque c'était le cas. Bon, on parlait de On en Giap. parlait. Alors Giap, il a écrit ses mémoires, il en a fait plusieurs livres. Ça a été traduit en France par une petite maison d'édition de côté de Fontenay-sous-Bois. Il y a 3 volumes. Alors je vous le dis tout de suite, ça n'a pas été relu par un spécialiste, c'est traduit avec les pieds. Hein. Ok, soyons clairs, ça arrive aussi dans le monde du jeu de société, pas de souci. C'est très pénible à lire, parce qu'en plus, le traducteur ne connaissait pas la terminologie militaire, donc ça donne des choses parfois un petit peu incongrues. Donc mal traduit, évidemment on y retrouve toute la phraséologie communiste qui va bien, nonobstant, Il reste c'est un quand même- témoignage de première heure. exactement, premier ordre. il y a de l'intérêt, alors il faut lire entre les lignes aussi, notamment les relations avec les Chinois, hein, les amis chinois qui ne sont pas tant des amis que ça, mais quand même Ah oui. aussi, etc. Donc on sent. Au point de vue des témoignages, bon, Dien Bien Phu vu d'en face est sorti il y a quelques années. Dien Bien Phu vu d'en face, c'est un recueil de témoignages d'anciens combattants Viet Minh et de cadres politiques. Alors on n'échappe pas parfois à la phraséologie aussi qui va bien, c'est celle des années 50, hein, donc là-dessus pas tellement décroché. Mais c'est intéressant, c'est quand même, ils ont autorisé, enfin, il a été autorisé ce discours où finalement pour une fois, ce qui était rare, c'est qu'avant, dans tous les écrits, c'est la grande guerre de libération nationale, on l'a fait en chantant avec des fleurs, on n'a pas peur. Et là, les témoins racontent effectivement la peur, les camarades qui meurent, etc. Donc on se rapproche un peu plus d'une vérité plutôt que d'un monument de propagande. Ouais. Hein. Donc intéressant, par les divers témoignages. Et puis, d'en face. et puis vous avez effectivement ce qui est intéressant aussi. Quelques cartes. Vous avez quelques cartes avec effectivement les appellations Viet Minh. Eliane 2, c'est la colline A1. Voilà, bon, vous avez F308, les Suguettes, etc. D'accord. Donc c'est un intérêt aussi. Cet autre côté de la colline. Oui, d'accord. Euh, Même concrète. Carnet de guerre d'un jeune Viet Minh à Dien Bien Phu, c'est pareil, avec les défauts du genre, mais donc il était, voilà. Vous avez des croquis artiste. intéressants. Lorsque l'on parle souvent dans les livres des canons à pente qui sont mis à pente et qui tirent sur les positions françaises, on a du mal pour le non-initié à se représenter. Ben voilà, on monte les canons avec les roues, c'est les fameuses images de propagande, hein, sur les hauteurs, on enlève les roues et on met l'affût bambou et on enterre ça. Voilà, c'est l'intérêt aussi de ce type d'ouvrage. Très bien, purée. Quelle réalité à découvrir. Alors, Guillaume a apporté effectivement cet ouvrage que l'on pourrait qualifier de beau livre, hein, Ouais. puisque, Ouais. pardon, C'est moi, allez-y. voilà, donc il en existe plusieurs du même type. Celui-là est très bien et il a comme intérêt, effectivement, Charles Maisonneuve a bénéficié de l'aide d'un ancien sous-officier, qui connaissait bien Dien Bien Phu. Je n'y suis pas. Mais on a le temps. Voilà. Voilà, c'est ça. Vous avez qui a de mémoire, il avait une bonne mémoire, il avait un bon coup de crayon aussi, et bien qui a refait les positions. Puis il est richement illustré. Donc, vous voyez ici, ça c'est la fameuse photo d'un bulldozer, le deuxième qui a été parachuté sur Dien Bien Phu. Sachant qu'ils étaient parachutés, donc démontés. En 2 fardeaux. Et il fallait les remonter Sur place. Sachant qu'en fait, il y en a le premier a atterri dans la rizière puisque la manie de suspendre du parachute a cédé. Il a coulé. Oui. C'était une manie américaine, donc il s'est enfoncé, je crois, à 5 mètres sous le sol, donc il était perdu, le bulldozer. Ils en ont parachuté un second, ça a fonctionné parce qu'on a utilisé du matériel français. C'est souligné dans toutes les archives. Donc, Effectivement, mais oui. c'était vraiment de la fonte, vraiment de la peau de locomotive, donc ça a tenu. Et puis les restes ont été, les autres bulldozers ont été amenés par voie aérienne. Voilà pour ce beau Et livre. ça, en effet, c'est un bel ouvrage. Et puis, un ouvrage. Les chevaliers condamnés. Dernier ouvrage. Un ouvrage que j'ai lu avec beaucoup de plaisir. Yvon connaît l'auteur. Qui est une femme, alors ça, ça mérite aussi d'être cité, parce que les femmes aussi peuvent s'intéresser justement à La l'histoire preuve. déjà militaire, et puis T'as en raison. plus à l'histoire des parachutistes. Parachutistes en Indochine, c'est un ouvrage remarquable. Je dis bien remarquable, parce que ce n'est pas un ouvrage qui va présenter la geste justement du para ou du paralégionnaire, tel qu'on l'a pu le faire Bergo, mais en réalité, on va avoir le quotidien
Pourquoi, en 1946, des jeunes du côté de Quimper ou du côté de Vesoul vont s'engager chez les paras? Parce qu'en fait, il n'y a pas à bouffer en France, il n'y a pas de travail. Donc on part en fait en Indochine pour avoir du travail parce qu'il y a quelque chose à y faire. Puis c'est la vie du para. La vie du para, c'est que on n'a pas une bonne paye. La vie du para, c'est qu'on est mal équipé. La vie du para, c'est que le matériel, faut pas rêver, même si les Américains fournissent, on n'a pas non plus de quoi se battre tout le temps. La vie du para, c'est pas seulement sauter avec les copains pour aller faire le coup de feu sur les arrières Viet Minh, ce qui devrait être d'ailleurs le but du para. Le para, en fait, à l'origine, c'est un commando parachutiste. Et à l'arrivée, il va se retrouver infanterie parachutée. Et on en reparlera un peu tout à l'heure, mais c'est des ouvertures de route. C'est en effet des charges de travail qui n'ont rien à voir avec ce pourquoi il est fait et ce qui en plus il attend, parce qu'il y a quand même un esprit para qui se crée à ce moment-là, donc elle en parle également. Et là on est vraiment dans ce quotidien et les rivalités aussi entre le para et le reste de la troupe. Parce que justement, là pour le coup, il y a une sorte de corps qui va se constituer. Et puis elle parle de quelque chose qui est fondamental, c'est l'emploi justement de l'unité parachutiste en Indochine. Ah oui. Alors voilà, on va compléter, mais je trouve que c'est absolu, ça ne prend pas parti pour, je dirais, ce n'est pas un livre partisan à la gloire du parachutiste, c'est presque une thèse sur comment les paras ont été constitués, employés, comment ils ont vécu en Indochine. C'est un livre remarquable. Alors voilà, effectivement, tout est sourcé, puisque l'auteur, que je connais bien, a travaillé sur les archives à Vincennes. Marie-Danielle Demélas est une professeure des universités à la retraite. Elle a passé près d'une vingtaine d'années en Amérique du Sud, donc elle était bien loin de ses préoccupations, mais elle a beaucoup travaillé quand même sur les phénomènes de contre-insurrection et de guérilla, et elle a retrouvé évidemment des passerelles entre ce qu'elle disait. Elle est venue sur l'Indochine, sur le tard. Donc c'est effectivement un travail très solide à mettre en parallèle pour tous ceux qui ont déjà lu effectivement ce dont tu parlais, Guillaume, la geste des paras, etc. Mais au bout d'un moment, c'est vrai que finalement on a envie d'en savoir plus. Et là on a cette réalité-là, effectivement, de ce contre-emploi. Pour info, elle prépare parachutiste en Algérie. Voilà. Donc chez Vendémiaire. Chez Vendémiaire, Marie-Danielle Demélas. Alors dernière chose, là on a parlé des sources secondaires. Et donc moi j'en reviens à mon métier premier, qui est effectivement le travail sur les archives primaires. Je le répète, le métier d'historien, c'est la révision de l'histoire. C'est-à-dire qu'on reprend ce qui a été fait et à l'aune avec de nouvelles archives, des choses comme ça. Et donc, là, je peux l'ouvrir, c'est marqué secret, mais vous pouvez, ça a été déclassifié depuis quelques années déjà. Et donc là, on est sur ces sources primaires. Voilà, j'ai amené ça parce que à Vincennes, pour ceux aussi qui ont envie d'en savoir plus, eh bien, vous avez des séries. Là, c'est la série 10H qui concerne le corps expéditionnaire français en Indochine. Et, allez-y. Voilà, ici, on a enseignement sur la bataille de Dien Bien Phu, 16 juin 54. Donc, on est un mois après la bataille et on a, le compte-rendu de prisonniers français libérés par le Viet Minh. Il y en a quelques centaines qui ont été libérés, qui étaient intransportables, qui n'ont pas pu aller dans les camps. Et donc, ceux-ci, ont été interrogés par la sûreté militaire et on a leur impression. Donc, voici, je voulais dire que le travail sur tous ces ouvrages-là, en fait, l'ouvrage digne de ce nom, doit piocher à la fois dans ces sources-là et puis se nourrir aussi des témoignages, tout en faisant attention évidemment aux témoignages. Puisque l'historien sait bien qu'un témoignage est à prendre et à croiser avec d'autres sources. Voilà. Mais il a été vécu, c'est un point de vue, il se colore des chocs qu'il y a pu y avoir. Oui, le temps passe, les représentations prennent le dessus, les certitudes aussi. Nous, ça nous arrive aussi pour des choses peut-être moins importantes où finalement on parierait sa solde et on s'aperçoit qu'on a bien fait. Non, pour le témoin, c'est un peu la même chose. Parfois, il nous certifie quelque chose et on lui dit non, c'est pas possible, vous n'étiez pas là ce jour-là. Ah, il se rend compte avec les archives, oui, effectivement. Vous voyez, voilà. Ça, c'est étonnant. Donc là, vous nous l'aviez aussi expliqué, avec une carte d'identité, on peut, pourquoi pas. Vous faites votre carte de lecteur, vous avez un site, Service historique de la défense sur Internet, et si vous souhaitez avoir accès aux archives, vous faites votre carte de lecteur par Internet. Vous avez des inventaires qui vous intéressent en ligne. Par exemple, je ne sais pas, votre grand-père a fait partie du 2e régiment d'infanterie en 40. Vous avez les inventaires et des choses comme ça. Votre grand-père a été sous-officier pendant la guerre d'Indochine, vous voulez en savoir plus. Son dossier se trouve
puisque c'est un sous-officier au centre du personnel des archives militaires de Pau. Et donc vous avez ce qu'on appelle les ESS, État signalétique et des services de l'individu. Donc en fait, voilà, ces archives militaires, c'est une part de l'histoire de France et de notre histoire. Et on l'a bien vu avec la période des commémorations autour du centenaire de la Grande Guerre. On a mis en ligne les journaux des marches et opérations de toutes les unités. Là, c'est l'autorité de tutelle du service historique de la Défense, c'est la direction des patrimoines, des mémoires et archives, ça vient changer de nom, et a mis en site le site, effectivement, qui répertorie. Mémoire des hommes. Qui permet d'avoir. Alors, le sujet est grave. Le sujet est grave. Comme d'habitude, dans l'univers du wargame, on sait qu'on réutilise le matériel historique. Et malgré tout, derrière humain, il y a aussi des jeux de simulation historique. Alors, ce qui est particulier, c'est qu'autour de Dien Bien Phu, on peut le dire, il n'y a pas grand-chose de bon. En jeu. Alors, il n'y a pas eu énormément de jeux. D'ailleurs, ceux qui ont beaucoup publié des jeux, ce sont les Américains, parce qu'évidemment, ça les a intéressés suite à ce qui s'est passé au Vietnam. Mais dans l'ensemble, les jeux n'ont pas été très bons. Déjà, c'est quand même une bataille qui est compliquée. C'est une bataille de siège, on peut le dire, on peut l'envisager comme ça. Et c'est assez compliqué à modéliser, de la rendre intéressante. Alors, souvent, c'est trop ludique. Et puis ça ne devient pas vraiment historique. Pour certains, la mécanique de jeu n'est pas vraiment bonne. Donc, ce qui fait que dans l'ensemble, la sélection est plutôt pauvre. On peut le présenter comme ceci. Alors heureusement, il y a quand même quelques titres qui émergent. Alors le classique. Dis donc, du Citadel, mon garçon, t'as été chercher loin. Ça s'appelle Citadel. Citadel, c'est un jeu de chez GDW, donc un jeu américain des années 70. Ça, c'était considéré comme le classique et sans doute le meilleur jeu, même si la mécanique de jeu reste standard. Alors, je vais vous montrer la carte, parce que ça aussi, ça a beaucoup évolué. D'ailleurs, c'est un petit peu aride quand même. Vous voyez, c'est les cartes années 70. Comme on dit, c'est austère. On se croirait presque dans Krayavok, de l'hexagone avec des numéros pour se repérer. Vous voyez, là c'est la partie en fait nord du champ de bataille. On devrait vraiment normalement la mettre. Voilà, c'est deux cartes, mais c'est pour montrer après, parce qu'on verra avec un autre jeu comment le traitement graphique a pu évoluer. Et puis là, on est sur un système assez classique de combat, mais c'était considéré, c'est resté quand même longtemps considéré comme l'un des bons jeux, des bons jeux, des classiques autour de Dien Bien Phu. Et alors, il a fallu attendre très longtemps, puisque ce jeu a paru il y a 2 ans ou 3 ans, pour que vienne ce que je considérais comme être vraiment l'incontournable, Dien Bien Phu, The Final Gamble. Donc l'incontournable des jeux de simulation aujourd'hui sur la bataille de Dien Bien Phu, chez Legion Games, par un Suédois qui s'appelle Kim Kanger. Et là, vous avez en effet ce qui se fait de mieux sur la simulation de cette bataille. Alors déjà, on va voir la carte, cette carte qui n'a pas grand-chose à voir avec celle que vous venez de découvrir, qui représente donc la partie, pour le coup, nord, de la vallée, puisque Isabelle est plus au sud, mais ça aurait été trop compliqué. On le mettrait comme ça. On peut le mettre comme ça. Mais vous voyez déjà, le traitement graphique a bien évolué, et ce jeu-là est sans doute le meilleur aujourd'hui auquel vous puissiez jouer, parce que vous avez une vraie pression qui est imposé au Viet Minh de l'emporter avec des objectifs qui correspondent au calendrier qui lui est imposé. Donc on pourrait rapporter au calendrier politique. C'est-à-dire que si le Viet Minh n'est pas capable de faire tomber justement les points d'appui, n'est pas capable de mettre la pression sur ce camp retranché, c'est-à-dire qu'en fait il échoue politiquement. Donc il est obligé en fait d'y aller. Mais s'il y va, en fait il va prendre des pertes, ce qui paraît assez logique, et il va donc dégrader son moral. Et ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est que le moral est vraiment pris en compte par division. Et si jamais, bien évidemment, votre moral est trop bas, vous ne pouvez moins agir, voire même vous pouvez aller jusqu'à la débandade de votre division. Et côté français, alors c'est un peu l'inverse. Côté français, il n'y a pas vraiment de problème de morale. En revanche, il y a des problèmes de munitions, il y a des problèmes de ravitaillement. Et puis, il y a des problèmes aussi de qualité de troupes. Tout ceci est simulé par les différentes tables que vous avez. Et bien évidemment, si vous cédez trop rapidement du terrain,
eh bien à un moment, le Viet Minh va obtenir une victoire automatique, puisque vous n'aurez pas fait le travail. Donc ça, c'est vraiment le meilleur jeu qui existe aujourd'hui. Le seul défaut qu'on puisse lui trouver, c'est qu'il est relativement long. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de scénario, il faut jouer la campagne. D'ailleurs, c'est tout le sel du jeu, c'est de jouer la campagne dès le début. Mais ça peut rapidement tourner à 12-15 heures, la partie. Donc, alors on ne voit pas le temps passer en même temps, Oui, parce que c'est très interactif. Prenant. Mais en revanche, ça prend un certain temps. Parmi les qualités intrinsèques du jeu, vous n'êtes pas du tout obligé de suivre ce que historiquement Diap a fait, c'est-à-dire d'abord Béatrice, ensuite Gabriel. Non, vous pouvez faire tout à fait autre chose. Vous pouvez décider en fait d'attaquer directement les lianes, de laisser pourrir les autres centres. Parce que votre objectif, vous, c'est de prendre des points de victoire. Donc vous vous débrouillez comme vous voulez. Donc ça, vous avez une souplesse. On peut vraiment jouer au SI. Et voilà. Et là, on revit en fait la bataille de manière différente. C'est quelque chose qui est très réussi. S'il y a un jeu auquel il faut jouer aujourd'hui, c'est celui-ci. The Final Gamble. Final Gamble, c'est vraiment la grande réussite donc de la part de Kim Kanger. Alors, un petit mot pour l'un de nos compatriotes, Luc Olivier, d'ailleurs que Yvan aussi connaît puisqu'il l'avait questionné. Alors, Luc Olivier est un garçon sympathique qui fait partie de nos clubs de Wargame et qui devrait normalement chez Hexasim, mais alors ils en parlent depuis quelques temps, publier un jeu également sur Dien Bien Phu, sachant que Luc étant un perfectionniste, il s'est lancé dans un travail de recherche de fou qui évidemment l'amène toujours à remettre en question un certain nombre de choses, donc il progresse sur son jeu, donc on espère avoir une production hexagonale digne justement de ce travail qui a été fait pour le coup par un éditeur étranger. Pendant que tu le sors, j'en profite. Yvan, vous êtes vous-même joueur? Absolument pas. D'accord. Je n'ai aucun jeu de wargame à me reprocher. Il n'y a pas de souci. Non, vraiment, c'est quelque chose que, je savais que ça existait puisque j'ai des camarades qui y jouent, mais vraiment, je ne joue pas. Je rebondis là sur ce qu'est en train de préparer Luc Olivier. Effectivement, c'est un perfectionniste. Alors, il a du mal parce qu'il est confronté à ce qu'on appelle l'effet de source, c'est-à-dire qu'on écrit l'histoire avec ce que l'on a. C'est-à-dire que ceux qui sont morts ne peuvent plus raconter. Et les archives, par exemple, qui sont retenues à Hanoï, on ne peut pas y avoir accès. Mais il fait vraiment un travail qui va remettre en cause beaucoup de choses, puisque il descend au niveau section, parfois groupe, pour savoir où était réellement le mortier à telle heure et le lendemain, etc. Mais en fait, il y avait une partie d'eux, etc. etc. Bon, c'est un travail très intéressant de micro-histoire à mettre en complément avec tout le reste. Avec tout le reste, ouais. Juste, en termes d'intérêt pour vous, entre guillemets, en tant qu'historien, Guillaume l'a dit tout à l'heure, il y a une limite difficile, une frontière entre la jouabilité, c'est-à-dire que si c'est pour refaire l'histoire tel que ça s'est passé, il n'y a aucune liberté de la part du joueur, entre guillemets, mais d'un autre côté, historiquement, c'est ce qui s'est passé. Est-ce que, à l'inverse, de l'autre côté, il y a le SI, mais tout d'un coup, on peut faire un peu n'importe quoi et ça n'en est plus du tout réaliste. Quand vous faites des recherches, quand vous êtes confronté à des sources, ce SI vous intéresse ou pas du tout? En disant non, de toute façon, peu importe, moi ça s'est passé comme ça, c'est tout ce que je cherche à savoir. Non, bien sûr, effectivement, ça fait partie de l'analyse. Alors, il y en a qui se sont amusés effectivement à le dérouler assez loin quand on fait des ouvrages, mais ce qu'on appelle l'Uchronie, le fameux What If, voilà. C'est souvent quelque chose qui nous est posé par ceux qui ne comprennent pas les défaites, qui n'acceptent pas les défaites françaises. Et si j'ai entendu parfois, mais si on avait eu 5 porte-avions à Dien Bien Phu? Mais on peut pousser le raisonnement, et si on avait eu 200 000 hommes à Dien Bien Phu? C'est ça. Oui, on aurait gagné. On aurait gagné. Bon, donc le SI, oui. Oui, mais avec ses limites. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, il faut que ça fasse partie de l'analyse, que ça soit dans le contexte. Après, de toute manière, je dirais que tout est bon du moment que c'est du jus de cerveau à une époque où effectivement ça peut stimuler, faisons-nous plaisir. Ouais. Ça marche. Et puis le dernier jeu que je voulais présenter, parce qu'en fait il a le grand avantage d'être un jeu en solitaire, c'est paru dans un magazine qui s'appelle Modern War, avec donc un jeu en encart, qui est assez récent. Je vais déployer la carte, voilà, pour vous montrer un petit peu la manière dont lui il l'a traité, avec un dossier spécial autour en fait de Dien Bien Phu. Et là, donc évidemment, puisque c'est un jeu en solitaire, vous avez énormément d'informations à traiter. C'est un jeu solo. Ça, c'est un jeu solo. C'est l'avantage en fait de ce jeu, c'est un jeu solo. Vous jouez évidemment le français. C'est le français qui a la pression. Vous avez des voies d'accès. Vous avez 4 voies d'accès qui sont les voies d'accès Viet Minh,
qui sont bien évidemment un peu stylisés parce qu'il fallait bien trouver une manière de jouer. Et le but du jeu, ça va être évidemment de tenir face aux assauts Viet Minh le plus longtemps possible. Ce qui est intéressant avec ce jeu, c'est que ça vous permet de ressentir un petit peu ce côté pression permanente, gestion de vos ressources. Et puis, vous pouvez jouer seul. C'est pas un jeu très long. Après, c'est pas non plus le meilleur jeu sur le sujet parce qu'il y a toujours un petit effet un peu martingale dans les jeux, notamment en solitaire. Mais c'est un jeu de complexité moyenne. Vous pouvez jouer seul, vous allez bien évidemment découvrir le champ de bataille, les types d'unités, comment en effet utiliser un certain nombre de ressources, c'est-à-dire l'artillerie, l'aviation. Donc c'est un jeu qui a quand même une certaine profondeur au niveau des pions utilisés. On ne fait pas que déplacer justement un pion d'infanterie. Donc vous avez des choix à faire. Et puis la mécanique de jeu Viet Minh, bien évidemment, c'est de venir vous étouffer. Ça marche. Voilà le petit tour d'horizon en ce qui concerne les sources, aussi bien bibliographiques. Voilà. Alors il y en a juste une chose, on va terminer en rendant hommage à quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer, qui s'appelle Pierre Schandorfer. Germain, si tu peux nous mettre la pochette de la 317e section à l'écran, car c'est sans doute le meilleur film sur cette période de la guerre d'Indochine, celui qui montre justement ce qui se passe au niveau des hommes. Pierre Schandorfer, qui était reporter, qui a lui-même sauté à Dien Bien Phu. Malheureusement, on n'a pas récupéré les films qu'il a pris parce qu'ils ont dû être récupérés par le Viet Minh. Alors peut-être sont-ils toujours, on l'espère, à Hanoï. Donc qui avait vécu une expérience assez forte, parce que lui, il a sauté en parachute, justement avec les tirs de DCA dessous. Et ce film, c'est vraiment c'est un film hommage. Que moi je considère comme étant vraiment un classique, un chef-d'œuvre, ce qu'on va appeler des films de guerre, et qui traite justement de ce qui se passe autour de Dien Bien Phu, puisque c'est une section française qui doit se replier suite à la chute du camp retranché et rallier les lignes françaises. D'accord. Yvon, je pense que tu l'as vu. Oui, bien sûr. Alors c'est un film effectivement qui est aussi utilisé dans l'exercice de la formation au commandement, puisqu'effectivement on a ces rapports entre l'ancien sous-officier, le baroudeur qui a fait toutes les guerres, et le jeune officier sorti de Saint-Cyr. Alors, ça peut paraître un peu caricatural, mais pourtant, c'est la situation que nombre de cadres ont rencontrée au cours de leur carrière. Et donc, il est toujours effectivement visionné. Et puis, effectivement, c'est une très belle photographie aussi. Voilà. Pour l'action, est-ce que tu peux nous mettre la pochette des Centurions, s'il te plaît? Ah oui, voilà, je vois le sourire de Yvan. Eh oui, je l'ai fait. Eh oui, les Centurions. Alors les Centurions, donc une très belle affiche. Dans tous les cas, à l'époque, on savait dessiner des affiches. Bon, ça c'est mon commentaire. Point de vue personnel. Ça c'est mon commentaire, mais je l'assume complètement. Alors les Centurions, l'avantage que vous aurez à regarder les 20 premières minutes, c'est que vous avez justement une scène d'action, puisque vous avez donc Anthony Quinn et puis Alain Delon qui sautent à Dien Bien Phu, sachant que le film traite plutôt de la guerre d'Algérie. C'est pas un grand film, c'est un film. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la partie action, donc du début, puisque ce sont des parachutistes, et vous allez voir en effet un petit peu la reconstitution de ce qu'aurait pu être, on va dire, les combats, les sauts, avec en effet un certain nombre d'anecdotes concernant cette phase initiale. Et c'est pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'il y a eu assez peu de films de toute façon faits sur le sujet. Donc voilà, il y a cette. Et là, on est vraiment dans le film de guerre pur et dur. Et puis ensuite, après, ça traitera de la guerre d'Algérie, qui est un autre sujet. Un autre sujet. On a parlé un petit peu des sources qui seraient peut-être encore disponibles à Hanoï. Encore combien de temps? Encore quelle situation avant de pouvoir y accéder? Ça, c'est une vaste question. Alors d'abord, lorsque le camp retranché est sur le point de tomber, effectivement, on va détruire un certain nombre de documents. Je ne pense pas que tout ait pu être détruit. Je pense qu'il y avait d'autres priorités et puis certains n'y ont pas forcément pensé, etc. Donc je pense que effectivement, l'armée populaire vietnamienne a récupéré un certain nombre de documents. Ensuite, que sont-ils devenus? Des archivistes, des conservateurs français ont aidé il y a quelques années le Vietnam à faire ses inventaires. C'est le centre d'archives numéro 1 des archives à Hanoï, mais je dirais c'est le tout venant.
Je suppose qu'ils n'ont pas tout mis sur la table. Et effectivement, si ces archives existent, quand est-ce qu'elles seront communicables? Lorsque le régime se sera assoupli. Mais voilà. Ils ont d'autres archives de récupérer lorsqu'un poste tombait, des choses comme ça. Ça, on sait, et puis on peut y avoir accès, je crois. D'accord. C'est pas encore, tout n'est pas encore écrit. Il y a non, encore... mais notamment sur les archives aussi chinoises, sur l'effectivité de l'aide chinoise. Combien Là aussi, il y a encore Combien réellement? Alors, ça s'est ouvert un petit peu, parce qu'effectivement, à force de vouloir tirer la couverture à eux, eh bien, les Vietnamiens se sont vus répondre par les Chinois à une ouverture d'archives en disant attention, quand même. On était là, nous. Eh oui. Eh oui. Donc, Comme quoi, ça continue. Ça continue, ça avance, oui. ça continue de se jouer, des choses se jouent autour. Surtout que par rapport à ce qui nous concerne, nous en métropole, où Dien Bien Phu finalement n'intéresse que peu de personnes, évidemment, au Vietnam, Dien Bien Phu, c'est un symbole fort. On n'y touche pas. D'un point de vue mémoriel, il faut s'y attaquer. Ouais, c'est leur Valmy. Donc, ils ont. Eh oui, c'est leur Valmy. Dernière victoire de l'armée royaliste. Oui. On a nous-mêmes, on a commencé un petit peu, on a aussi commencé cette série d'émissions autour de Dien Bien Phu avec ce rappel, c'est-à-dire ces éléments, alors est-ce que mythologique est un petit peu trop fort? Ces mythes, ces mythes, autour de Dien Bien Phu, autour de ces parachutistes, etc., etc. Quoi qu'il en soit, merci à Guillaume, merci à Yvan pour ces sources-là, les sources autour de Dien Bien Phu. Il y a 2 émissions, le contexte, il y a Dien Bien Phu en lui-même, vous étiez ici pour les sources. On se retrouve pour d'autres émissions avec d'autres sujets. Guillaume a encore largement de quoi faire pour piocher aussi bien en inventer. Et effectivement, il y aura d'autres alinéas. Merci à vous, merci à Germain pour la réalisation et bonne continuation. Bon jeu.